Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Je suis très ennuyé là parce que j'ai pris un petit peu de retard. Mais quoi voulez-vous, nous sommes pendant la période du carnaval et des jeunes carnavaliers m'ont bloqué. Je ne peux pas les écraser, j'étais obligé de rester derrière eux tranquillement. C'est ce qui m'a donné quelques retards à l'arrivée ici. En tout état de cause, je ne pouvais pas ne pas venir ici parce que j'ai une communication très importante à faire à la communauté haïtienne de Guadeloupe et de Martinique sans doute, puisque en tant qu'expert international, je suis un petit peu étendu sur les deux régions. Voilà. Depuis une semaine, l'ONU a pris une décision très importante en demandant à tous les États qui auraient des Haïtiens sur leur territoire en situation irrégulière de ne plus les expulser jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi cela? Parce que vous le savez, actuellement en Haïti, rien ne va. Il n'y a pas de président, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de Sénat. Il y a un premier ministre qui avait été nommé par l'ancien président Jovenel Moïse, qui n'avait jamais été officiellement installé. Il a pris, comme il avait été nommé, il avait un mandat, il avait un arrêté de nomination de Premier ministre, mais quand vous êtes nommé, vous devez être présenté officiellement à la nation, ce qui n'a pas été fait. Mais il y a une constitution en Haïti, et la constitution prévoyait des choses à mettre en place en cas d'absence du président de la République. Et le texte est clair, qui dit, voilà ce que le Premier ministre doit faire, et qu'il a un délai maximum pour provoquer de nouvelles élections présidentielles, et il ne l'a jamais fait. Il y avait un conseil électoral provisoire, il l'a démantelé, il n'a jamais reconstitué le conseil électoral provisoire, et résultat, le pays s'est dégradé progressivement pour arriver là où nous voyons maintenant. Les gangs ont le pouvoir, ils ont des départements sous leur tutelle, ils font la loi, ils arrêtent des gens, ils kidnappent, ils rançonnent, ils font tout ce qu'il faut, si bien que l'ONU a été alertée et une résolution a été prise pour envisager d'envoyer une force pour mettre de l'ordre. Généralement, l'ONU intervient pour mettre la paix quand il y a une guerre. Mais Haïti n'est pas en guerre. Il n'y a même pas une guerre civile. Haïti n'est pas en guerre. Haïti est un pays non gouverné, non géré. Le Premier ministre en question, quand il a été nommé, il y avait un gouvernement avant lui. Il y avait un Premier ministre, M. Joseph, qui a été nommé officiellement par le président de la République et installé officiellement par le président de la République comme ministre des Affaires étrangères. Mais quand M. Ariel Henry, Premier ministre de facto, est entré en fonction, il a éliminé le nombre les ministres qui étaient nommés au préalable par le président Jovenel. Si bien qu'on a eu des ministres de la justice peu conformes à ce qu'on prévoit un ministère de la justice. Il y a eu des commissaires du gouvernement qui autrement en Guadeloupe seraient le préfet. Les ministres du gouvernement, non, le ministre du gouvernement en Haïti, c'est le procureur de la République, qui aurait eu le rôle de procureur de la République. Eh bien, ce commissaire du gouvernement, eh bien,
n'a jamais pu ouvrir réellement un dossier sur l'assassinat du président Moïse, qui a été assassiné, je le rappelle, à son domicile. Il y avait un véritable complot. Au départ, c'était un commando constitué par des hommes en armes en provenance de la Colombie qui devaient arrêter Moïse pour qu'il soit amené au palais présidentiel et pour qu'il démissionne parce qu'un juge avait pris un arrêté pour faire arrêter le président de la République. C'est incroyable. Un juge avait pris une ordonnance pour faire arrêter le président de la République. Et c'est au vu de cette ordonnance, de ce juge qui est actuellement en exil au Canada, que les Colombiens ont été mandatés par un promoteur américain pour aller capturer le président Moïse et pour l'amener au palais pour qu'il présente sa démission. Mais c'est là il y a le véritable complot. Alors que les Colombiens, qui étaient une vingtaine, sont arrivés au palais, il y avait une autre équipe qui avait une autre mission qui consistait à aller abattre le président. Les Colombiens sont ensuite arrivés au palais. Ils ont indiqué qu'ils avaient une mission de la DEA. La DEA, c'est l'administration américaine. Ils avaient une mission de la DEA, mais c'était un faux mandat, semble-t-il. Et l'autre équipe est entrée à tuer le président. Et les Colombiens disent que quand ils sont arrivés, le président était déjà mort. Mais ce sont quoi des propos? Il n'y a aucune enquête sérieuse qui a été menée. Et c'est là où je dis que la communauté internationale a fermé les yeux. Et j'ai mon idée là-dessus. Je le dirai ici. J'ai toujours la parole et j'ai toujours les preuves de ce que j'avance. Que s'est-il passé réellement pour que ça arrive là? Le président Moïse avait décidé de combattre l'oligarchie. Les oligarques, c'est eux qui menaient l'Haïti. C'est eux qui ont tous les biens. C'est disons, 5 ou 6 familles qui gèrent Haïti sur le plan économique. Ils ont tout. Vous ne pouvez pas venir en Haïti proposer un produit si ce n'est pas à eux que vous devez donner le produit pour qu'eux, ils le vendent. Ils gèrent tout. Les assurances, la distribution des pétroles, les banques, l'importation des produits alimentaires, ils gèrent tout. Et l'État, complaisant, corrompu, les acceptait parce qu'il y avait toujours des chèques ou des enveloppes qui sont distribuées. Et je dois le dire que depuis que le président François Duvalier est décédé, Haïti a connu plus de mauvais coups que de bons coups. Il y a eu Jean-Claude Duvalier, le fils de François, qui lui a succédé, mais Jean-Claude était un jeune homme. Il avait 18 ans. Il est arrivé au pouvoir. Sa mère, qui était son guide, est morte. Donc, il s'est retrouvé à la recherche d'appui. Et c'est ainsi qu'il a épousé Madame Bennett, Michel Bennett, dont le père, Ernest Bennett, était un oligarque. Eh bien voilà, et Jean-Claude Duvalier a subi l'autorité de sa femme, de son épouse.
si bien que les exactions ont été commises sous la présidence de Jacques-Claude Duvalier. Les anciens tontons Macoute se sont un petit peu transformés, non pas en responsables de la sécurité, mais aussi en hommes d'affaires. Donc, ils étaient en relation avec des oligarques qui leur donnaient de l'argent, bien entendu, et si bien ça a révolté le peuple, et Jean-Claude Duvalier a été obligé de quitter le pays sous bonne escorte, et il a séjourné de nombreuses années en France. Et une enquête a été menée, et ces richesses qui étaient constituées effectivement par des détournements de fonds se sont retrouvées gelées en Suisse et dans certaines banques de France également. Alors, mon point de vue personnel, je dis que Jovenel Moïse a commis l'erreur d'avoir décidé d'installer une ambassade de Russie en Haïti, ce qui n'avait jamais été fait depuis la révolution de 1804. Vous vous rendez compte? Et comment voulez-vous que l'Amérique, qui est en opposition totale avec la Russie, puisse accepter qu'une ambassade de Russie soit installée en Haïti? C'était invraisemblable. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout ça a été fomenté par une organisation américaine qui a fait venir les Colombiens et qui ont abouti à la mort de Jovenel. L'ONU, maintenant, en bonne conscience, a constaté que la vie en Haïti est impossible. Les touristes ne viennent plus et les Haïtiens de l'extérieur qui arrivent en Haïti sont kidnappés. Les autres qui sont dans les pays qui nous ont mis en situation d'expulsion, expulsés en Haïti, sont réquisitionnés et regroussent et grossissent le camp des gangs. J'ai reçu une vidéo qui est abominable. On se tue à coups de hache, à coups de sabre. Incroyable. Et l'ONU vient de prendre la décision, c'est pour vous dire qu'il fallait absolument que je le dise à la population haïtienne qui vit en Guadeloupe, que tout d'abord, il y avait eu une première décision du président français, Sarkozy, qui avait décidé par son ministère de la Justice auprès de la Cour de cassation, qui avait décidé, la Cour de cassation confirme l'interdiction de garde à vue pour les sans-papiers. Ça veut dire que tous les sans-papiers qui étaient en France, quand on les arrêtait, ils étaient mis en garde à vue. Mais la Cour de cassation a décidé qu'on ne se veut plus que l'Haïtien ou l'étranger, quel qu'il soit, qui arrive en France n'est pas un délinquant. Donc il n'a pas commis un délit pénal en venant clandestinement. Il pouvait être arrêté, contrôlé, et s'il n'avait pas de titre de séjour ou de visa, on pourrait le mettre en centre de détention, de rétention, pas de détention, mais de rétention. Eh bien, ce texte est toujours valable. Les personnes étrangères qui sont arrêtées, effectivement, sont contrôlées par la police aux frontières, transférées à Aumône-Verguin et sont gardées en centre de rétention jusqu'à ce qu'une décision du juge des libertés intervienne et on les met régulièrement en résidence surveillée. Alors, je répète à toute la communauté haïtienne que dorénavant et jusqu'à prochaine décision de l'ONU, ils ne peuvent plus être expulsés. Je le dis aux avocats, quand vous allez
défendre un Haïtien qui est en situation irrégulière, notamment auprès de la Cour, auprès du tribunal administratif de Basse-Terre, de bien faire référence à cette décision de l'ONU qui a, à la suite d'une enquête diligentée par des experts internationaux, dont j'ai fait partie, pour dire qu'on ne pouvait plus expulser les Haïtiens. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, messieurs, dames. Nous sommes en carnaval. Le carnaval bat son plein. L'EDF est toujours en grève. Et à la suite de ce que j'ai entendu sur RFO hier par le directeur de l'EDF, je dois quand même me révolter. Parce que ce monsieur a fait toute une litanie de reproches qu'il adresse au syndicat, mais à aucun moment il n'a pas estimé que lui-même il avait commis une faute. Je rappelle simplement, en tant que transitaire commissionnaire en douane, quand j'étais à l'agence Pétrolusie, EDF était mon client. Tous les matériaux qui arrivaient pour EDF, pour la production et la distribution, toutes les machines étaient exonérées de TVA, mais aussi exonérées d'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est l'argent des Guadeloupéens. La TVA, c'est pour l'État, mais l'octroi de mer, c'est l'argent des Guadeloupéens. Pendant des années, encore maintenant, le matériel d'EDF est exonéré de TVA et d'octroi de mer. Alors, je dis à ce monsieur qui s'est montré très virulent à la télévision hier soir, avant lui, il y avait l'Ascodel, qui était une entreprise créée par des Guadeloupéens. Mais bien avant lui aussi, il y a eu des Guadeloupéens qui ont géré EDF. Monsieur Marianne, Monsieur Bad, eh bien, jamais il y a eu de grève à ce moment-là. Alors, si j'ai un conseil à lui donner, revenez en mettant le maximum d'humilité sur la table de négociation pour que l'économie de la Guadeloupe ne souffre davantage de ce qui se passe actuellement à cause des grèves et des coupures de courant. Chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer un bon week-end. Prudence sur les routes. Le carnaval bat son plein. Détendez-vous, amusez-vous, mais toujours, comme dirait cette émission de RCI, prudence totale. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.